Bonjour. Donc, un phénomène qui se produit souvent lorsqu'on développe des acouphènes, c'est le fait de se sentir seul ou de se replier sur soi. Donc, je voulais vous parler de cette sensation d'isolement qu'on peut ressentir d'une part vis-à-vis de ses proches, d'autre part vis-à-vis du corps médical, mais aussi de l'isolement dans lequel on peut se placer volontairement pour se protéger du son en fait. Donc, dans la dernière vidéo, on parlait des peurs. Et celle-là aussi, c'est une peur qui est difficile à vivre, la peur du son. Comme on a peur que les choses empirent, on va aller s'isoler de plus en plus du son. Et qui dit s'isoler veut dire s'isoler du social. Alors, comment on fait pour gérer cette situation sans pour autant aller s'infliger un isolement du monde social? Là, j'ai discuté avec un des participants qui est musicien et qui avait commencé à renoncer à aller en concert et à jouer de moins en moins du piano. Donc c'est un musicien, donc sa nourriture émotionnelle, c'est la musique. Mais alors, qu'est-ce qui est mieux? Rester chez soi, se protéger, réduire la peur et éviter que ça empire, mais en arrêtant de se nourrir émotionnellement et en fait quelque part mourir à petit feu. Ou alors faire un déni pour continuer ce qui nous nourrit, mais on risque d'aggraver les choses. Donc c'est une question qui est très difficile. Mais si on prend en compte le fait que ne plus accéder à sa passion, c'est un stress gigantesque, et que le stress génère des acouphènes, on peut se poser la question du bien fondé de rester isolé de ce qui nous passionne. Donc, il y a de vraies questions à se poser par rapport au fait de s'isoler du son. Et la réponse, elle est propre à chacun. C'est à vous d'aller prendre une feuille, un crayon, un papier, et jusqu'à ce que vous trouviez un juste milieu qui vous permette à la fois d'être raisonnable par rapport à votre capacité adaptative et à la fois de continuer à vivre une vie qui en vaille la peine, d'écrire. Nous sommes des animaux sociaux. C'est vital pour l'être humain d'être en relation avec les autres. Et il y a toujours des solutions dès l'instant qu'on décide d'y accorder du temps et de la réflexion. Donc, une fois que le juste milieu est trouvé, c'est évident qu'on va adopter des mesures. Par exemple, éviter d'aller en boîte de nuit ou dans les lieux sociaux où on avait l'habitude de se retrouver. Arrêter temporairement son travail, par exemple, aussi pour des personnes très exposées au son, comme les instituteurs. J'ai une participante qui a décidé de se mettre à temps partiel la rentrée prochaine pour pouvoir limiter son exposition au son, parce que ça devenait un calvaire et un lieu super intense de stress. Et donc au milieu de ces changements, qu'on ne fait pas toujours de gaieté de cœur, il va falloir trouver des systèmes de compensation, des stratégies qui vont permettre de continuer à nourrir le besoin qui était nourri chez vous au travers de cette activité et qui du coup n'est plus nourri. C'est très important pour éviter de tomber en déprime ou en dépression. Et donc face à ces changements, il y a aussi notre entourage, nos collègues mais aussi nos proches. Et on ne peut pas attendre des autres qu'ils comprennent quelque chose qu'ils n'ont pas vécu eux-mêmes. C'est possible, si vous côtoyez des gens extrêmement empathiques, mais ça reste un exercice difficile d'arriver à mesurer ce que vivent les autres. Et je dis ça, mais sans aucun jugement. J'ai un ami qui est atteint de spondylarthrite rhumatoïde, et il souffre énormément de la fatigue. Donc quand il me l'explique, j'ai la capacité intellectuelle de le concevoir, comme on l'a tous. Mais quand j'ai fait mon premier jeûne long, et je me suis sentie tellement affaiblie, à pas pouvoir monter mes étages, je devais m'arrêter quand je marchais dans la rue, je devais m'arrêter tous les 500 mètres, même pas. Là j'ai compris, là j'ai mesuré ce que c'était. Donc c'est difficile pour votre entourage de pouvoir mesurer ce que vous vivez. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas communiquer avec eux et les mettre à contribution, au contraire. Alors, les acouphènes, ça peut rendre irritable, ça peut réduire vos envies de sortie, ça peut même vous amener à déprimer, à avoir votre personnalité moins colorée. Vous pouvez mal dormir, vous réveiller la nuit, vous pouvez avoir des réactions fortes si vos enfants font du bruit ou si votre conjoint, pour une raison qui vous échappe complètement, se met à taper des mains près de vos oreilles. C'est du vécu. Bref, pour toutes ces raisons, et parce que votre entourage ne peut que difficilement mesurer ce que vous vivez, ça va être essentiel que vous leur communiquiez ce dont vous avez besoin. Et c'est beaucoup plus difficile que ce qu'on peut imaginer. Parce qu'on a tendance à exprimer ce qu'on ne veut pas, au lieu de ce qu'on veut. Ou alors à faire des reproches en se disant qu'on va se faire entendre, mais au final, tout ce que l'autre va entendre, c'est une critique, et pas toujours facile à prendre. C'est normal, c'est ce que Marshall Rosenberg appelle le langage chacal, et c'est notre langue maternelle à tous. J'ai une grande passion pour Marshall Rosenberg, et tout ce qu'il a apporté à l'humanité. Si vous n'avez jamais entendu parler de CNV ou de communication non violente de Marshall, vraiment allez écouter ses conférences sur YouTube ou lisez son livre « Les mots sont des murs ou bien ce sont des fenêtres ».
Moi, ça a été une révélation. Et donc Marshall Rosenberg raconte pas mal d'histoires et d'anecdotes au cours de ses publications, et je voulais vous en raconter 2 que j'aime beaucoup. La première, c'est cette dame qui trouvait que son mari passait beaucoup trop de temps à son travail et aurait bien aimé pouvoir profiter un peu plus de lui. Donc elle prend son courage à 2 mains, et un soir elle lui dit « Mon chéri, j'aimerais que tu passes moins de temps au bureau ». Et 3 semaines plus tard, il réagit en lui annonçant qu'il s'était inscrit à un tournoi de golf. Donc, elle avait réussi à lui dire ce qu'elle ne voulait pas, qu'il passe trop de temps au bureau, mais elle n'avait pas pu lui demander ce qu'elle voulait. Donc, Marshall lui demande de trouver une autre façon de faire sa demande, et en fait, elle s'est dit qu'elle aurait dû dire « Je voudrais que tu passes au moins une soirée par semaine à la maison avec les enfants et moi. » Et ça change tout. Autre histoire. On est dans les années 70 aux États-Unis. Marshall est contacté par un pasteur qui s'inquiète parce qu'il y a des tensions entre quelques lycéens et le proviseur. Donc il reçoit les lycéens et ils décrivent le proviseur comme ayant une attitude discriminatoire. Donc Marshall leur propose simplement d'aller dire au proviseur ce qu'ils attendaient. Et ils lui répondent à quoi bon, on est déjà allé lui parler, lui dire ce qu'on voulait. Il nous a répondu « Sortez d'ici, c'est tout de même pas vous autres qui allez me dire ce que j'ai à faire. » Donc Marshall leur demande ce qu'ils étaient allés demander au proviseur. Donc, eh bien, par exemple, qu'on ne voulait pas qu'ils nous disent comment nous coiffer. Donc c'est les années 70. Et puis qu'on souhaitait être traité avec impartialité. Donc ça a achevé d'enflammer le proviseur qui a fortement réfuté l'accusation, n'ayant jamais, selon lui, été partial. Évidemment. Donc Marshall leur a alors suggéré que le proviseur aurait réagi sûrement beaucoup plus favorablement s'il lui avait demandé des actes précis, plutôt que des attitudes vagues, comme de l'impartialité. Donc, ils ont travaillé ensemble sur les façons d'exprimer concrètement ce qu'ils voulaient, plutôt que ce qu'ils ne voulaient pas. Et à la fin de la séance, les étudiants avaient une liste de 38 mesures à demander au proviseur, comme par exemple « Nous aimerions que des représentants des étudiants noirs participent aux décisions sur le code vestimentaire ». Ou alors, nous aimerions que vous vous adressiez à nous en utilisant le terme d'étudiants noirs et non de vous autres. Donc, le lendemain, ils ont amené leur requête au proviseur. Et le soir même, ils ont appelé Marshall, complètement ravi, pour lui dire que le proviseur avait accédé à toutes leurs demandes. Donc, ce qu'il y a à retenir, c'est que pour faire une requête, vous avez plus de chances d'être entendu en employant un langage d'action positif et en évitant les formulations vagues, abstraites ou ambiguës, et pour demander des actes concrets que la personne à qui vous adressez pourra entreprendre. Vous avez des acouphènes, vous avez des besoins spécifiques, et votre entourage aussi a des besoins spécifiques. Donc c'est important que chacun puisse les formuler et être entendu pour éviter que les acouphènes viennent en plus pourrir votre situation sociale ou familiale. Ça évite de se retrouver à exploser brusquement ou à s'irriter de plus en plus devant l'incompréhension des autres. Donc pareil, votre entourage est en droit de vous dire « J'ai vraiment à cœur de te soutenir au mieux, mais je sens que ça devient difficile pour moi de te soutenir. Est-ce que tu pourrais trouver un thérapeute ou quelqu'un qui pourrait t'aider à parler ? Parce que je sens que c'est trop lourd pour mes épaules. » Oui, parce qu'il faut prendre en compte aussi que si la situation est difficile pour vous, elle peut l'être aussi pour eux. Donc, par ailleurs, vous avez peut-être choisi de taire votre situation et de garder votre mal pour vous, et c'est tout à votre honneur. Mais je vous invite juste à écouter attentivement ce qui va suivre, et puis éventuellement, si mon discours vous parle, de réviser votre position. Donc, il est important d'exprimer votre vulnérabilité, car ça peut aider à résoudre ou éviter des conflits. Donc je vais vous expliquer ce que je veux dire avec une autre histoire de Marshall, parce que j'aime tellement cet homme, et puis après, promis, j'arrête avec lui. Donc Marshall enseignait la CNV à des jeunes des quartiers défavorisés. Donc le premier jour, dès qu'il est entré dans la classe, les étudiants se sont arrêtés net dans leur discussion pour le fixer. « Bonjour », dit-il. Pas de réponse. Bon, dès le début, il n'était pas très à l'aise, mais il ne voulait pas le montrer. Donc, il a continué comme si de rien n'était sur un ton très professionnel. Nous allons étudier ici un processus de communication dont j'espère qu'il vous aidera à gérer vos rapports familiaux et amicaux. Blablabla, blablabla, il continue, personne ne l'écoute.
Il y avait une jeune fille qui avait trouvé une ongle dans son sac, qui avait commencé à se faire les ongles, et puis il y avait des étudiants assis près de la fenêtre qui collaient le nez au carreau, comme si le spectacle était subitement fascinant. Donc Marshall, pendant ce temps, il sent la nervosité qui monte, qui monte, qui monte. Et enfin, il y a un étudiant qui a fini par lui demander « Vous n'aimez pas être avec des noirs, hein ?» Ouch. Donc là, ça l'a complètement abasourdi. Et il a tout de suite compris qu'à force d'essayer de cacher son malaise, il avait en fait donné une fausse impression au jeune homme et certainement à d'autres élèves. Donc il a dit « Oui, en effet, je suis mal à l'aise. Pas parce que vous êtes noir, mais parce que je connais personne ici et j'aurais voulu être acceptée en entrant dans la salle. » Et ben, cet aveu de vulnérabilité a eu beaucoup d'effets. Parce qu'ils ont commencé à lui poser plein de questions sur lui, ils ont parlé d'eux, ils ont manifesté de la curiosité pour la CNV. Donc, exprimer votre vulnérabilité peut aider à éviter ou résoudre des conflits. Si vous paraissez irrité, si vous vous mettez à éviter les sorties, à moins voir vos amis, si vous n'appelez plus vos proches parce que le téléphone vous vrille les oreilles, tout ça, ça peut être mal interprété et c'est très important pour que votre entourage puisse vous comprendre. D'une part, pour être à même de vous aider, hein, et croyez-moi ou non, mais on aime tous aider. C'est une espèce d'élan naturel présent chez tous les êtres humains, je pense. Donc soyez sympa et donnez l'occasion à vos proches de se faire plaisir en vous aidant et en se sentant utile. Et d'autre part, ça peut vraiment éviter les malentendus. Donc, je résume. Pour l'instant, on a dit, premièrement, évitez de tomber dans la psychose du son et trouver un juste milieu pour équilibrer la protection de votre santé et de votre vie sociale, vos passions, vos hobbies, ce qui vous nourrit. 2. Communiquez vos désirs de façon claire à votre entourage et leur laisser l'opportunité de traduire leurs propres problèmes et difficultés. 3. Exprimez votre vulnérabilité pour éviter les malentendus. Et enfin 4. On va parler du corps médical. Donc, pas pour critiquer le corps médical, qui est comme il est, tel que nous l'avons créé et fait évoluer au cours des siècles, avec une médecine d'urgence absolument remarquable. On est capable aujourd'hui de sauver des vies dans les pires situations. Et j'ai beaucoup de respect pour tout ce que la médecine a apporté dans le monde. Elle sauve des vies chaque jour. Elle nous a apporté un confort moderne indéniable. Bon, mais il faut aussi bien se dire que la médecine a certainement fait fausse route sur un certain nombre de choses. Et se dire ça, c'est admettre que nous sommes humains et que nous nous trompons. Et que c'est en nous trompant que nous évoluons. Donc depuis quelque temps, on parle de plus en plus de la permaculture. On réalise un peu tout le mal qu'on a fait avec les modes d'agriculture précédents. Et ce qui se passe, c'est que l'homme s'allie à la nature et cherche de moins en moins à la dominer. En fait, on arrive à la fin de l'Anthropocène. Et on est en train de comprendre beaucoup de choses. Et la médecine, elle ne fait pas exception. Mais c'est très difficile dans ce milieu parce qu'il y a beaucoup de certitudes dans la médecine. Et c'est très dur pour eux d'aller exprimer justement leur vulnérabilité. Et je trouve toujours très triste d'accueillir ici des gens qui me disent avoir été reçus par un médecin, souvent un ORL, qui a simplement démissionné avec une grande partie du corps médical devant les acouphènes pour conclure par un « il n'y a rien à faire, vous devez apprendre à vivre avec ». Voire avec un « c'est psychologique », donc reléguant la culpabilité de l'impuissance aux malades. Je ne veux pas généraliser, il y a des ORL, des médecins, des chercheurs qui se battent pour comprendre le phénomène des acouphènes et trouver des solutions. Mais ils sont encore trop peu nombreux et de toute façon, la médecine est sur un chemin bien trop spécialisé pour pouvoir prendre le recul qui serait nécessaire à faire pour avoir une bonne observation complémentaire du phénomène. Alors, oui, certains d'entre vous se sont sentis abandonnés. Ils ont ressorti un fort désespoir quand le couperet leur est tombé dessus. À ceux qui ont ressenti ça, je dis la recherche continue et la médecine n'a pas toutes les réponses. Et si vous êtes là à regarder ma vidéo, c'est bien que vous le pensez aussi. Vous n'êtes pas seul. Et il y a des gens qui s'activent pour trouver des solutions, médecins ou non. Et il y a beaucoup de choses à faire. Ne serait-ce que, sans parler d'arriver à faire taire les acouphènes, simplement avoir des outils qui vous permettront de retrouver le détachement vis-à-vis de vos acouphènes et puis une forme de sérénité. Donc faites-vous accompagner. Par moi ou pas, peu importe. Mais ne restez pas seul. Faites de la sophrologie, de l'acupuncture. Renseignez-vous sur les façons de reprendre sa santé globale en main. Venez me raconter votre histoire si vous voulez. Et puis, si le programme vous tente, vous pouvez aussi nous rejoindre dans notre petit cocon.
Il y a des participants qui ont eu de super effets et d'autres qui travaillent encore parce que c'est un chemin plus ou moins long, mais en tout cas, ils ont tous ce sentiment d'arriver ici dans un cocon de bienveillance et de compréhension et d'avoir l'impression de prendre leur vie en main et d'agir. Parce que je m'efforce de rester présente pour chacun et j'ai bien compris que dans une situation où on tend à être mis de côté, c'est très important de se sentir soutenu. D'autant plus par quelqu'un à même de comprendre. Alors ne restez pas dans l'isolement. Communiquez avec vos proches, exprimez ce que vous ressentez, ce dont vous avez besoin, rejoignez une communauté à même de vous soutenir et restez acteur de votre vie. Je pense avoir fait le tour de la question de l'isolement. Donc vous pouvez me laisser un message si vous avez des questions ou laisser un commentaire sous la vidéo. Voilà. Je vous souhaite une magnifique journée rayonnante de bonheur. À bientôt.